Concevoir un projet, c'est transformer. Concevoir un projet pour un bâtiment existant procède pour moi du même type de démarche que de concevoir un bâtiment neuf. La manière de procéder, c'est-à-dire la conception du projet, se déroule de façon identique. Si on voit regarder la dia d'après, je vous montre deux sites de projet, en fait, deux terrains vides. Le premier, c'est à Marly-la-Ville, c'est en banlieue, c'est dans le Grand Paris. Vous voyez, c'est en milieu rural. Vous voyez donc un terrain qui est un ancien haras, qui va être construit 200 logements, à la fois collectifs et individuels. Et le second projet, c'est à Pavillon-sous-Bois. C'est à la place des pavillons, justement, que vous voyez là, avec les petites toitures en tuiles, va être construit un bâtiment collectif d'une trentaine de logements. Alors, que nous disent ces photos du contexte? La première photo nous parle, on se dit bien qu'on est à l'orée d'un village. C'est un site à la frontière entre un paysage construit et la campagne. On voit qu'il y a une rangée d'arbres structurantes. Et puis surtout, on voit du ciel, du vent et de la lumière. Et puis, dans le deuxième site, on voit que c'est un paysage édifié beaucoup plus dense, très hétérogène, avec des bâtiments collectifs et des bâtiments individuels, des pavillons individuels. On voit qu'il y a des différences de hauteur de bâtiments, et puis ce qu'on va voir, c'est la même chose, c'est-à-dire le ciel, la lumière, les questions d'orientation. Dans ces deux exemples, c'est-à-dire à partir du moment où on va intervenir, ce paysage va être transformé. Travailler finalement, construire à partir d'un bâtiment existant procède des mêmes logiques. Il va falloir regarder le bâtiment existant exactement sur la même logique que ces sites et procéder avec les mêmes méthodologies. Donc, si construire, c'est transformer, conserver, c'est aussi transformer. Alors, je vais vous parler de deux projets. Le premier, c'est le palais de justice de Lisieux que vous voyez à gauche. Et le deuxième, c'est un projet un peu plus ancien. C'est un lycée professionnel dans le 12e arrondissement à Paris. Alors, pourquoi j'ai mis en parallèle ces deux projets? Parce que quel que soit le type de bâtiment, et vous voyez bien là qu'on a d'une part un bâtiment qui est de la fin du 19e siècle, et de l'autre part, pour le lycée, un bâtiment du XXe siècle, même si les bâtiments sont très différents, la méthode est la même. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en parallèle ces deux bâtiments. Alors, le sommaire, je vais vous parler tout d'abord de l'esprit du temps, puis on parlera de la relation à la ville, ensuite de l'ADN d'un bâtiment pour conclure sur l'esprit du lieu. Alors, si on parle d'abord de l'esprit du temps, alors voilà le site à Lisieux de l'ancienne usine. Ce qu'on pense, c'est que tout patrimoine, du plus prestigieux finalement au plus banal, a une signification qui ne demande qu'à être révélée. Encore faut-il savoir la déceler au-delà des apparences. Si je reviens un tout petit peu en arrière, j'ai sauté une dia. L'architecture consiste moins à articuler des espaces qu'à espacer le temps. Je crois que ça qui est très très important, c'est se dire finalement comment on fait passer un bâtiment, et je vais y revenir, entre du 19e siècle au 21e siècle. Alors voilà l'usine de Lisieux au moment de sa construction, c'est-à-dire en 1860. Le bâtiment était alors occupé par une filature de lin. Alors on voit qu'il y avait une chaufferie, des salles de machines, des ateliers de tissage, des magasins, mais aussi un petit peu des logements pour les ouvriers. Le bâtiment a changé plusieurs fois de propriétaire, il est modifié et les activités de filerie, de tisserie s'arrêtent en 1954.
Le bâtiment est alors repris pour être transformé par l'entreprise Wonder. Il va commencer à fabriquer des piles, les fameuses piles Wonder. Et en 1985, le bâtiment est désaffecté. Vous voyez là le bâtiment, pas tout à fait en 1985, là c'est aux alentours des années 2000, et puis à droite le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui. Et en 2011, la PIGE, c'est-à-dire le ministère de la Justice, l'opérateur du ministère de la Justice, va lancer un concours pour réaliser le palais de justice de Lisieux dans ce bâtiment. Alors, comme on l'a vu précédemment, c'est vraiment pour le bâtiment, et je peux revenir à la dia d'avant, un changement d'usage radical. D'un lieu de production et de travail, on va passer à un palais de justice. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on acte qu'un moment de l'histoire est terminé, celui de l'industrialisation du 19e siècle, et que le bâtiment, mais aussi tout le quartier, va muter vers d'autres usages, d'autres fonctions, et peut-être garder certaines traces du passé. Il va falloir faire donc voyager ce bâtiment entre le 19 et le 21e siècle. Alors, c'est quoi ce bâtiment? C'est finalement un très grand rectangle aux façades imposantes, aux proportions imposantes. Il en émane une monumentalité qu'il va falloir comprendre, valoriser dans un programme nouveau. C'est à ce moment-là, il faut trouver vraiment un équilibre entre le déjà là et le devenir. Alors, excusez-moi, vous voyez là sur l'image de droite qu'on est très peu intervenu sur les façades extérieures. L'idée était vraiment de garder l'intégrité du bâtiment. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on était intervenu principalement sur le sol en créant un grand parvis devant le palais de justice. Et puis, on a mis en place un préau, ce que vous voyez de loin. Je peux peut-être zoomer. Non. Non, là, ça ne marche pas. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on voit correctement. Voilà. Et puis, juste de marquer l'entrée de ce bâtiment. Donc, on est très, très peu intervenu sur l'extérieur pour le palais de justice. Pour le second bâtiment, qui est le lycée Elisa Lemonnier, il prenait place dans les jardins, du pavillon de France de l'exposition coloniale en 1932. C'est le carré rouge. En fait, vous avez le bâtiment devant qui est devenu le musée de l'immigration. Et à la place du jardin, on a construit en 1970 un lycée que je vais vous montrer là. Voilà, c'est la photo de gauche. On a construit un lycée professionnel, le lycée Elisa Lemonnier, un lycée qui est dans les styles, enfin, qui est dans les codes des styles brutalistes, entre guillemets du mouvement moderne, mais avec un manque de rigueur pour en faire un bâtiment remarquable. Quand on voit la photo de la page gauche, on ne se dit pas quel beau bâtiment. Ce bâtiment a donc une identité décriée, peu valorisante et très datée dans l'histoire de l'architecture. Là encore, quelles vont être les difficultés pour amener ce bâtiment de début du XXe siècle au début du XXIe siècle? Il y a une petite différence, c'est que ce lycée dès l'origine était déjà, enfin ce bâtiment dès l'origine était déjà un lycée. Donc il n'y a pas de changement d'usage, alors que dans le premier cas, il y avait vraiment un changement d'usage très important. Mais en fait, finalement, c'est quand même la même chose parce que, évidemment, les méthodes pédagogiques ont évolué en 50 ans. Évidemment, les nouvelles technologies sont apparues. Et finalement, il faut pratiquement tout démolir et tout reconstruire à l'intérieur toujours de cette enveloppe pour en faire un nouveau lycée. Alors, chacun de ces deux exemples a quand même une difficulté spécifique. Si l'usine, le premier, a une identité très forte et très remarquable, il va falloir quand même
jouer avec cette identité. Comment on va travailler avec cette identité de patrimoine industriel pour l'amener vers un palais de justice. Et d'un autre côté, comment ce lycée où il ne donne vraiment pas envie d'entrer, qui est vraiment quelque chose de totalement refermé sur lui-même, on va arriver à l'amener à quelque chose de contemporain. Alors, la relation à la ville. On aurait vraiment tort de croire que parce qu'on intervient sur un bâtiment existant, on n'a pas d'impact sur le contexte immédiat et parfois sur le contexte de tout le quartier. Agir, transformer un bâtiment existant, c'est aussi s'insérer dans la complexité de la ville afin, en fait, simplement de poursuivre une conversation déjà entamée. Le premier à gauche, vous voyez, évidemment, c'est le palais de justice de Lisieux qui est situé à proximité de la gare. Hein, vous voyez les voies ferrées et la gare, et comment ce bâtiment va dialoguer avec la gare, et dans un quartier qui était à l'origine qu'un quartier industriel, et qui évidemment s'est transformé et a muté. Et puis de l'autre côté, le lycée, ben, vous voyez toujours à l'avant le bâtiment qui est devenu le musée de l'immigration, et puis ce bâtiment qui est finalement en articulation entre, ça c'est la place de la Nation, une grande place, le musée et à l'arrière le grand cimetière. Alors, si on rentre dans les sites, on voit là, voilà, vous voyez à gauche le site du palais de justice. À gauche, vous voyez un petit bout de la façade. Vous voyez que ce palais de justice, il est situé, on voit la gare, hein, le bâtiment gris qu'on voit là, c'est la gare. On voit la fameuse basilique de Lisieux. Et puis, tout autour, une sorte de tissu pavillonnaire, ce qu'on voit à droite. Si je continue, et ça, c'est très intéressant, vous voyez la grande passerelle qui est à gauche, en fait, à la suite de, dès que il a été entériné que le palais de justice allait s'installer à Lisieux, la ville et donc la SNCF ont décidé de faire une passerelle, la passerelle que vous voyez à gauche, depuis la gare, afin de pouvoir aller directement au palais de justice sans faire le tour des rails. Donc vous voyez à quel point un bâtiment, alors je suis d'accord que c'est un bâtiment, c'est un équipement public, c'est un bâtiment emblématique, mais à quel point un bâtiment emblématique peut changer, a une répercussion sur le contexte de la ville. Et puis aussi ce qu'on voit sur la photo de droite, donc on voit d'une part l'arrière du palais de justice, hein, qu'on voit à droite, et puis après vous voyez ce petit bâtiment avec des toitures en chêne, qu'on appelle l'usine Sanchez, qui est aussi un bâtiment industriel et désaffecté depuis les années 2000, et bien ça y est, il est en réhabilitation, il va être réinvesti par des bureaux, du coworking, etc. Donc c'est vraiment un nouvel élan qui, grâce à la réhabilitation du palais de justice, va être donné à tout le quartier. Alors, c'est ce qu'on voit, que je commence à voir ici. À gauche, vous avez toujours la photo de l'existence, cette fois-ci, de la façade avant du palais de justice. Alors, ce bâtiment, il est un peu particulier puisqu'il ne possédait pas vraiment d'entrée. Ce bâtiment a été tellement transformé, il a eu tellement d'usages que finalement on n'a jamais retrouvé comment en 1985, enfin, les dernières années, comment il était utilisé. Est-ce que les machines rentraient côté gare et les ouvriers rentraient côté parvis, le côté qu'on voit là? Est-ce que tout le monde rentrait du côté gare? Enfin, je veux dire, toutes les deux façades, pas les pignons, mais les deux grandes façades étaient indifférenciées. Et on trouvait partout ce que vous voyez là sur la gauche, des allèges, et puis des portes, mais la porte que vous voyez là à droite, on pouvait retrouver exactement la même sur la façade arrière. Donc, nous, on a voulu donner une direction, un sens au bâtiment. On a donc créé le parvis. Ce que vous voyez là, évidemment, le préau, mais on est venu aussi donner au rez-de-chaussée, ouvrir toutes les fenêtres et casser toutes les allèges du rez-de-chaussée pour donner comme ça, même si ces allèges n'étaient pas très importantes, hein, vous les voyez sur le bâtiment existant, pour donner à la ville, hein, pour donner ce sentiment d'ouverture à la ville. On va retrouver le même type de démarche pour le lycée.
Donc là, vous voyez à gauche une partie du lycée, non, à droite une partie du lycée et à gauche le contexte. Et on retrouve la même chose, à gauche, c'est-à-dire, alors là, c'est carrément paradoxal, c'est-à-dire que le lycée, tout le rez-de-chaussée du bâtiment était fermé par ces grands panneaux en béton que vous voyez en rez-de-chaussée. Et donc, le lycée était vraiment, on aurait dit un bunker, c'était complètement fermé sur le quartier. Il y avait une entrée qu'on verra quand même par le rez-de-chaussée, mais après, il y avait tout de suite un escalier et les seuls étages réellement ouverts, c'était le premier et le deuxième étage. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est redonner tout ce rez-de-chaussée à la ville, faire pour un équipement, il y a un accès direct, un trottoir, un parvis, un accès direct entre le lycée et le trottoir. C'est ce que vous voyez ici. Donc là, on revoit à gauche l'entrée qui existait quand même, uniquement l'entrée dans le lycée existant. Il y avait les marches, l'entrée qui existait, et puis on retrouve de part et d'autre de l'entrée les panneaux. Et nous, de l'autre côté, on a enlevé absolument tous les panneaux béton plein pour ouvrir ce rez-de-chaussée sur la ville. Donc tout ça pour dire et d'ailleurs, ce qui était assez intéressant, c'est que les premières personnes qui se sont manifestées quand on a terminé le lycée, c'était les voisins, enfin les gens qui habitent autour du lycée, qui sont venus nous dire c'est formidable, on avait ce truc, ce bâtiment de béton complètement fermé au milieu, parce que juste en face, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des bâtiments de logement, et tout d'un coup, on a quelque chose d'ouvert, on voit ce qui se passe à l'intérieur, un rapport normal avec un bâtiment. Voilà. Alors, on va passer ensuite à rentrer un petit peu dans le détail, dans l'ADN même du bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ADN? Finalement, c'est l'identité de l'édifice, l'identité telle qu'il a aujourd'hui, mais c'est aussi un ticket. C'est aussi un ticket vers le futur. C'est aussi une manière, à partir de cet ADN, comment on va pouvoir transformer le bâtiment. Alors, on peut résumer l'histoire de la pensée architecturale depuis Alberti autour de l'articulation des trois catégories vitruviennes que vous connaissez tous, c'est-à-dire structure, fonction, usage et forme. Alors, qu'est-ce qui prime? Lequel de ces trois fonctions faut-il mettre en avant? Qu'est-ce qui domine? Pendant des siècles, un édifice était à la fois solide, utile et beau, sans qu'aucune de ces catégories ne prenne le pas sur l'autre. On ne se posait pas la question. Les trois allaient forcément ensemble. Et finalement, c'est qu'à partir du XXe siècle qu'on a pensé un bâtiment dissocié, c'est-à-dire la possibilité de donner à chacune de ces catégories une autonomie. Alors, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est quelque chose que vous connaissez tous par cœur, c'est la maison Domino de Le Corbusier. Alors, le dessin auquel aboutit le Corbusier est finalement très banal. De quoi il s'agit? On voit 3 surfaces horizontales, 6 fins poteaux, une grande volée, enfin 2 volets d'escalier. Le premier plancher repose sur des plots, ce qui permet de se passer de fondation. Les poutres sont noyées dans les dalles. Et en fait de maison, il s'agit plutôt d'un principe constructif. L'ossature obtenue est autoportante. Conséquence, plan libre et façade libre. Les deux expressions passeront à la postérité. Affranchi des murs porteurs, la partition intérieure peut varier à chaque étage et sur un même niveau. Quant à la façade, il n'y a plus de rôle structurel et on peut y travailler comme on veut, évidemment. De là, on va voir le plan libre, les fenêtres en bandeau, la toiture terrasse, toutes choses que vous connaissez et qui vont pouvoir finalement être positionnées comme on le souhaite. Le Corbusier dit, d'un côté, vous avez la structure, et à partir du moment où vous affranchissez de cette question, le champ est libre. Voilà comment lui l'a présenté. Et finalement, il appelle ça le plan libre, la façade libre, et c'est emblématique d'une manière de séparer les trois catégories vitruviennes.
Alors, évidemment, enfin voilà, c'est ça, c'est très intéressant. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la question form follow function. Évidemment, vous connaissez aussi cette phrase de Sullivan, c'est-à-dire que ce qui prédomine tout d'un coup, c'est l'usage. C'est que c'est une conception fonctionnaliste de la forme. Alors, si le premier exemple, c'est-à-dire les angles de domino, va tout à fait dans le sens de la réversibilité, de la transformation d'un bâtiment, puisqu'on dit à partir de la structure, finalement, on peut aussi bien faire on peut faire comme le souhaitait Corbu, mais il y a plusieurs façons de faire, puisqu'on est libre. À partir du moment, dans le second exemple, dans la forme follow fonction, on voit bien que le bâtiment ne peut pas muter, n'est pas fait pour muter. Il peut toujours muter, mais il n'est pas fait pour muter. Il est vraiment fait pour répondre à une forme tout à fait précise, tout à fait voilà. Donc cette question, elle nous intéresse car elle soulève la question qu'est-ce qui est pérenne dans un bâtiment, qu'est-ce qui est mutable. Et à cette question, on va voir qu'il n'y a pas une réponse unique. Et c'est l'analyse justement du bâtiment et de son potentiel qui va permettre de décider, ou du moins de justifier, ce qui peut évoluer dans un bâtiment et ce qui doit être conservé en état. Et quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de procéder à une double mise en valeur, celle du bâtiment existant et celle du projet à venir. Alors, comment on procède ? Comment on procède ? Nous commençons toujours par mettre à jour la structuration de l'édifice, c'est-à-dire sa structure en lien avec sa géométrie. Ça nous permet de découvrir la hiérarchie qui a été mise en place par l'architecte, le premier architecte, pour constituer un ensemble cohérent. Alors j'insiste, la structuration, ça n'est pas que la structure. La structuration, c'est un ensemble, c'est-à-dire c'est à la fois le tracé géométrique, la structure et la lumière. C'est quels sont les grands types, on pourrait ramener ça, quelle est la typologie du bâtiment. Vacchini dit dans l'ouvrage Capolavori, construire, c'est donner structure, parce que la structure, c'est à la fois la forme, la lumière, l'évidence et l'espace. Et c'est ça qu'on cherche. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on transforme un bâtiment. Pour moi, c'est ça la structuration. Alors, essayons de voir comment on a pu faire avec nos deux exemples. Donc, on commence avec Lisieux. Voilà le plan de rez-de-chaussée de Lisieux. Alors, de quoi il s'agit ? Je vous ai parlé d'un grand rectangle, on le voit, 22 mètres d'épaisseur de large par 60 mètres de long. Et puis, on voit, vous le voyez bien sur la petite photo en haut, qu'il y a une petite aile là qui dépasse, qui est ce qu'on a appelé l'aile sud. Et on voit bien que, évidemment, le bâtiment a évolué, que cette aile a sûrement été rajoutée après, enfin que le bâtiment a été transformé. Donc, on a donné des noms nous-mêmes à ces parties. Vous allez comprendre après pourquoi. La première partie, c'est le pavillon nord, puis on a le corps principal et l'aile sud. Alors, on rentre, on est toujours dans le rez-de-chaussée et voilà comment est composé le bâtiment. On a ce que j'ai appelé la structure 1 qui est évidemment poteau-poutre, c'est-à-dire qu'on a une ligne très importante de grands poteaux métalliques au centre du bâtiment, au centre du bâtiment, et puis des poutres, une suite de poutres perpendiculaires. Et puis la structure 2, on est à ce qu'on appelle une sorte de galerie au fond, la structure 2, qui est mixte, on va retrouver ces poutres, mais en fait, c'est une rangée de deux façades. La façade est devenue façade intérieure, mais à l'origine, c'était très certainement la façade extérieure du bâtiment. Et puis, notre structure 3, qui est notre petite aile rajoutée sur la droite. Donc voilà, il faut commencer à comprendre, c'est ça la constitution, le début de la structuration du bâtiment. Si on fait le même exercice au premier étage, donc c'est le même bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a une terrasse qui est venue
au premier étage et mais le reste est resté pareil. On retrouve la ligne de poteau médiane, on retrouve les poutres perpendiculaires et nos 3 structures. Mais c'est finalement de ce plan aussi de rez-de-chaussée, de ce premier étage, où on voit qu'est né ce pavillon nord, ce qu'on appelle le pavillon nord. Pourquoi pavillon? Parce qu'il est devenu très très épais et on va avoir des problèmes parce que comme vous voyez, on a 16 plus 5 mètres, ça fait 21 mètres et c'est très compliqué dans 21 mètres d'épaisseur de trouver de la lumière. On a le bâtiment principal qui est au centre avec une épaisseur de 17 mètres et puis notre petite aile à droite. Alors, voilà finalement qu'est-ce que ça donne finalement sur la structuration du bâtiment. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Regardons le schéma du bas. On se dit que tout ce qui est en violet foncé, ça va être des espaces servants. Hein, voilà, ça paraît une évidence que tout ce qui est de cet ordre-là, c'est les espaces servants pour la partie centrale, que nous avons finalement divisé en 2 parties, avec la partie la plus claire qui devient le grand hall d'entrée, puisque le parvis est juste devant. Donc, on a ici un grand hall, on verra après comment il peut s'organiser, avec les salles les plus publiques, qui sont les salles d'audience, dans la partie intermédiaire, et puis tout le reste qui va devenir du servant. Si on monte à l'étage, on va retrouver, puisque voilà des grands... les grandes salles, que ce soit les salles d'audience ou le grand ou la salle des pas perdus, une double hauteur. Et puis à gauche, le patio, le pavillon nord. Et évidemment, tout de suite, on se dit, pour éclairer ce pavillon nord, il va falloir qu'on aille chercher de la lumière au cœur de ce pavillon. Donc l'idée du patio. Donc on voit que finalement, dans le dessin du bas, c'est la structuration du bâtiment qui détermine l'organisation générale du futur bâtiment. Alors, voyons maintenant comment nous allons travailler, particulièrement le travail en coupe qui seul permet de voir la lumière et la structure dans un même geste. Vous avez les 2 coupes, vous avez d'un côté à gauche la coupe sur le pavillon nord et à droite la coupe sur le bâtiment principal. Et puis la petite photo, c'est le palais de justice en travaux. Alors, on commence par le pavillon nord. Par le pavillon nord, vous voyez qu'au début, tout en haut, c'est le plan de l'existant. Il y avait déjà une petite verrière qui existait tout en haut, et puis après les étages, c'est des étages de 3,40 mètres. Nous, on se dit, il faut faire descendre de la lumière, faisons simple, on démolit, on dépose une partie du plancher ici du 2e étage, voilà, et puis on va arriver à faire rentrer la lumière jusque pratiquement le rez-de-chaussée. Si là, on arrive aussi à faire passer la lumière, et on verra comment par une verrière peut-être, on arrive à éclairer toute cette partie du pavillon nord. Évidemment, on va trouver des bureaux à droite, à gauche, etc. Dans le bâtiment principal, ce n'est pas tout à fait la même question. Dans le bâtiment principal, pareil, plancher 3,40 mètres. Or, on se retrouve avec des très très grandes salles, des salles d'audience. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, eh bien, tout d'un coup, si on vient démolir ce plancher qui est ici, on va pouvoir utiliser ces fenêtres, les fenêtres du premier étage, pour venir éclairer les salles au rez-de-chaussée. Et de la même manière, la salle des pas perdus qu'on va trouver ici, elle va pouvoir être éclairée par les fenêtres du rez-de-chaussée et par les fenêtres du premier étage. Voilà. Les petites choses en rouge foncé que vous voyez, c'est des planchers qu'on est venu rajouter pour y mettre toutes les installations techniques. Et donc, comment? Alors, évidemment, d'un côté, on perd des mètres carrés, puisqu'on démolit, mais ces mètres carrés font rentrer d'une manière vraiment très, très importante de la lumière, rend utile finalement des locaux, des surfaces qui, sans cette lumière, n'auraient pas pu être utilisées, parce qu'on ne peut pas faire travailler des gens sans lumière naturelle. Et puis, une fois qu'on a démoli ça, où est l'endroit, on peut choisir, où est l'endroit le plus judicieux pour venir construire les surfaces nécessaires. Alors, dans le plan
si on repart d'en haut, on voit la verrière de toiture qui est fondamentale. C'était une petite verrière qui existait qu'on est venu agrandir. On voit la démolition au cœur du pavillon sur les 2 étages, rez-de-chaussée et premier, avec impact en haut parce qu'on va venir éclairer jusqu'en rez-de-chaussée. Et puis de l'autre côté, enfin à côté, on voit ici la démolition, cette partie de démolition uniquement du premier étage pour se servir de cette façade pour venir éclairer le rez-de-chaussée. Alors, voilà la verrière agrandie. Ce que vous voyez à droite, je parle de la photo, il y avait une charpente très, très complexe qu'on a conservée au maximum pour intervenir le moins possible sur le bâtiment. Donc, on voit maintenant exactement le même travail. À gauche, le pavillon nord, la lumière qui descend et qu'on va faire descendre jusqu'en rez-de-chaussée par le biais d'une verrière. Et ça paraît très, très haut, mais vous allez être étonnés, ça fonctionne très, très bien. Et puis, de l'autre côté, comment, de la même manière, on vient éclairer les salles d'audience et la salle des pas perdus. Alors, là, on voit la coupe dessinée. On voit par exemple le travail sur la grande salle d'audience. Vous voyez en bas la coupe, comment elle se. Voilà, la coupe de cet étage. Ça, le plancher que vous voyez au milieu de la coupe, c'est le plancher rapporté pour les étages techniques. Et vous voyez comment on va aller chercher la lumière du premier étage pour éclairer la salle d'audience avec tout un travail sur le faux plafond qui va chercher cette lumière, qui monte pour aller chercher la lumière et aussi pour ne pas montrer la contingence, ce plafond évite de montrer la contingence de l'étage technique qu'on ne devine absolument pas. Ça, c'est la grande salle des pas perdus. Alors, vous voyez donc le bas où on était tout à l'heure, on retrouve le hall d'entrée, les fenêtres de l'étage, la salle des pas perdus sur 2 niveaux, avec la lumière de l'ouest qui éclaire complètement tout cet espace qui autrement aurait été un petit peu confiné. Et enfin, alors le patio, ça c'est un exercice très, très, très amusant. Là, je suis au premier étage. Donc, ce que vous voyez tout en haut dans la photo de gauche, on voit la lumière de la verrière. D'accord ? Vous voyez le couloir là du premier étage. Et vous voyez là le grand patio. Tout autour, il y a des bureaux. Et tout cet exercice, c'est pour venir amener de la lumière dans la salle d'audience du rez-de-chaussée qui est en dessous de ça. Et les panneaux qu'on a mis, les miroirs qu'on a mis, c'est pour conduire les rayons du soleil juste depuis le 2e étage, la toiture du 2e étage, c'est-à-dire je suis pratiquement à 16 mètres au-dessus, jusqu'en rez-de-chaussée. Il faut arriver à conduire la lumière, mais il ne faut pas, quand on se balade dans le patio, qu'on puisse voir ce qui se passe dans la salle d'audience. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un jeu de miroirs qui vient travailler là-dessus. Alors, on est assez fiers de cette idée de grand patio et de cette lumière qui finalement, c'est pas gigantesque. Le patio, j'ai les codes quelque part, je ne les trouve pas, je vous les retrouverai tout à l'heure. Le patio, il fait 9,50 mètres par 3,50 mètres et 16 mètres de haut. Alors d'abord, ça nécessite quand même une grande technologie d'arriver à démolir une partie du plancher, de conserver le reste. D'aller agrandir cette verrière tout en haut, tout ça a été assez complexe. Mais pourquoi on est assez content? C'est parce qu'avec ce patio, non seulement on amène de la lumière jusqu'à la salle d'audience tout en bas, mais on amène de la lumière à l'étage au second étage, au premier étage pour tous les bureaux qui sont là. Et derrière ce mur, ce que vous voyez derrière ce mur avec ces fenêtres, c'est un escalier, c'est l'escalier des magistrats qui est encloisonné. Et là aussi, la verrière vient par ces grandes fenêtres verticales mettre de la lumière dans cet escalier encloisonné. Donc,
avec finalement une verrière, on arrive à éclairer un très grand nombre d'espaces. Alors, l'autre exemple, voilà. L'autre exemple, c'est le lycée, Élisa Lemonnier. À gauche, l'existant et à droite, le projet. On n'a rien fait. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On essaye toujours de se dire économie de moyens. Économie de moyens, maximum d'effets. C'est vraiment la devise. Comment on fait pour en faire le moins possible et pour que ça ait un maximum d'effets? Eh bien, c'est très simple. On est venu, voilà, c'était une myriade de petites cours. Vous voyez à gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait 5 petites cours qui donnaient pas. Et puis, évidemment, la grande cour qui est toute verte que vous voyez ici, qui fait en fait office de tampon côté périphérique. De cette myriade de petites cours, on est venu faire 3 très très grands patios. Donc, on a démoli voilà, deux petits morceaux, là, 2 entre-deux qu'on est venu démolir. Alors, mais c'est surtout en coupe, c'est la dia d'après, vous allez mieux comprendre. Alors, en haut, l'existant, le lycée tel qu'il était. Donc, qu'est-ce qu'on est venu faire? D'abord, en rez-de-chaussée, je vous l'avais déjà expliqué, on est venu enlever de la terre. En fait, c'était un vide sanitaire. Il y avait une partie de ce rez-de-chaussée qui servait de réserve, et puis une partie qui était carrément avec de la terre. On a dit, excusez-moi de l'expression, c'est trop con. Non, mais on a dit, c'est vraiment, c'est dommage, quoi. Voilà une surface magnifique en rez-de-chaussée, de plein pied avec la rue, et ils en font un vide sanitaire. Donc, on est venu à la petite cuillère enlever la terre pour récupérer une vraie surface de rez-de-chaussée. Et puis, donc, on avait démoli les petites cours et on est venu faire une surélévation. Voilà, 2 petites surélévations que vous voyez en orange, puisque c'était ce qui était demandé. Il fallait agrandir ce lycée pour recevoir plus d'élèves. Ça permet aussi, vous le voyez dans la coupe, de rester dans la logique du bâtiment. C'est-à-dire que finalement, ce bâtiment, je reviens à la dia d'avant, vous voyez, c'est une couronne, et l'extension reste dans l'épure de la couronne, c'est-à-dire que rien ne dépasse. Ça veut dire que l'intégrité finalement volumétrique du bâtiment au départ est respectée. Alors, on voit ce que ça donne après. C'est-à-dire, voilà, ça c'est les patios qui ont été récupérés en rez-de-chaussée, qui sont devenus de véritables jardins, plantés, etc. Alors, ça dépend, ici c'est plutôt de la pierre, là c'est du bois, enfin bon, ça dépend. Et puis, vous voyez dans la dia d'après, à la fois le patio, et puis, ce que je vous montre là, ça c'est devenu une coursive ouverte, et au-dessus, l'étage qui est tout en structure métallique légère, pour ne pas venir renforcer les fondations. Et c'est l'extension qui reste, qui n'est pas plus haute que la partie blanche que vous voyez, que le bâtiment existant que vous voyez ensuite. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une dia. Si, on le voit ici, la dernière dia. La dernière dia, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'on peut même avoir des visites. Elle est prise à l'étage intermédiaire de l'extension où on peut voir à la fois le patio, le deuxième patio, les patios étaient organisés sur les 4 saisons. Donc le premier c'est automne, le deuxième printemps, et là on voit à la fois le patio printemps qui est au rez-de-chaussée et de l'autre côté le patio hiver qui lui est au premier étage. Enfin, ça donne des vues croisées. Voilà. Et donc, tout ça pour expliquer que finalement, cet ADN du bâtiment, le projet résulte de la dialectique qu'il y a entre l'amitié que l'on a pour le bâtiment support, et j'insiste sur le mot amitié, parce que si vous voulez, vous vous rappelez comment était ce lycée au départ, et il n'était pas très très avenant. Hein, on ne se dit pas, je vais comme ça d'emblée, je vais avoir, voilà, on se dit pas, oh quel beau bâtiment, et comme ça va être facile, on se dit, oulala, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le projet résulte de la dialectique entre l'amitié qu'on aura pour le bâtiment support, l'intelligence de ce qu'il suggère et la demande de la question programmatique.
évidemment, si on a gagné le concours du lycée, c'est parce qu'on a été les seuls des 5 concurrents à se dire qu'il fallait aller creuser en dessous. Les autres ont tous construit cette surface au-dessus. Donc déjà, c'était plus cher, mais surtout, enfin voilà, c'était tellement simple d'aller construire en dessous. Et aussi parce que nous, on assumait de conserver l'enveloppe du bâtiment telle qu'elle était. Ça, c'est aussi quelque chose, on s'est dit, mais ce bâtiment, il doit avoir des qualités, c'est à nous de les trouver. C'est à nous de trouver ces qualités de bâtiment. Et ces qualités, c'est justement ce qu'on va voir, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire ces patios très très beaux. Et ce qu'on peut voir aussi, je crois, dans une autre diapo que je suis en train de chercher, c'est toujours celle d'avant, voilà. Ou qu'est-ce qu'on voit la différence entre ces deux images? Dans le bâtiment existant, on voit bien que la structure, on est obnubilé finalement par la collerette qui est en haut et les panneaux béton du rez-de-chaussée. À partir du moment où on enlève les panneaux béton du rez-de-chaussée, où on met la façade, parce que c'est une nouvelle façade qu'on est venu mettre complètement en arrière de ces grands voiles de structure, et bien le bâtiment change complètement. Parce que ces poteaux dans le bâtiment existant qui étaient petits et lourds, qui n'avaient pas de belles proportions, en venant enlever tous ces panneaux béton du rez-de-chaussée, on retrouve une très jolie proportion longue et effilée. On a la façade qui est au fond, et puis cette collerette qui est un témoignage du passé, qui est un témoignage de l'architecture du bâtiment. Et on a été les seuls à montrer ça. Tous les autres candidats sont venus cacher cette façade en disant « Oh là là, comme elle est affreuse !» et qui l'a végétalisée, qui a mis des panneaux bois, qui va… Voilà. Et donc, ça a beaucoup surpris. J'ai une question. Ouais. Est-ce que vous savez l'utilité d'origine des panneaux béton de base, à la base? Des panneaux de rez-de-chaussée? Oui. Parce que c'était regarde, c'était un vide sanitaire. Donc, si c'était un vide sanitaire, il n'y avait rien derrière. C'était ou des réserves, Ah oui, d'accord. Okay. Ou un vide sanitaire, tu comprends? Ils se sont dit que ça serait bien d'avoir un lycée ouvert sur la ville. Ils n'ont pas utilisé ce rez-de-chaussée. Ils ont fait une partie de réserve, à part on rentrait, il y avait le petit hall, on rentrait, même un hall sur un niveau, tu vois, on rentrait, et tout le reste, c'était, voilà, on va le trouver ici, et c'était un vide sanitaire, avec des parties réserves et des parties, carrément, il y avait de la terre. Ah oui. OK. OK. Alors, je poursuis. Merci. Alors, l'esprit du lieu. Faut que j'aille plus vite. Donc, l'esprit du lieu. Vous voyez ici le plan du palais de justice, le plan de rez-de-chaussée. Ce que je vous avais en 2 minutes raconté, on va trouver le grand parvis, enfin le parvis qui est devant. C'est pas très très grand. La salle des pas perdus où on trouve des sortes d'objets. Ça, c'est des objets. Peut-être qu'on les verra tout à l'heure. L'accueil et puis la sécurité. Les grandes salles d'audience, toute la bande des grandes salles d'audience. Voilà. Et puis toutes les pièces servantes qui font, voilà, qui font le tour. On va voir la coupe. Donc la coupe qui signifie exactement ce que je viens de dire, hein, de la double hauteur, le grand escalier, voilà. Et puis on a fait un mur continu recouvert de panneaux de bois pour donner une unité à cet ensemble. Alors, donc, finalement, là, pour le programme, il faut quand même, il y a une adaptation à réaliser entre un programme. Ça, c'est une question quand même importante. Je vais essayer d'aller vite, mais les programmes, que ce soit les programmes de lycée, de palais de justice, d'école, sont toujours des programmes qui sont faits pour des bâtiments neufs. Ce n'est jamais des programmes qui sont faits pour des bâtiments existants. Or, comment faire pour rentrer un programme qui n'est que des normes? Un bureau doit faire 12 mètres carrés, une salle de classe doit en faire 60, dans un bâtiment qui a déjà des fenêtres, qui a déjà une structure. Donc, il faut savoir adapter ces choses-là. Je vais juste vous donner un exemple qui est ici.
regardez les salles d'audience. J'ai une salle d'audience civile, celle qui est la deuxième sur la gauche, salle d'audience civile, où on rentre, qui est une salle d'audience organisée telle que l'entend le ministère de la Justice, c'est-à-dire qu'on rentre avec les sièges derrière et on a le président, le tribunal en face. OK, premier exemple. Deuxième exemple, la grande salle d'audience pénale, eh ben, qu'on ne pouvait pas organiser comme le souhaitait la justice, qui est organisée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on rentre sur le côté, on va trouver les bancs, enfin voilà, elle est retournée. Pour faire accepter ça au ministère de la Justice, ça nous a pris des mois, vous comprenez ? Mais c'était la seule façon d'avoir une très grande salle qui corresponde à la structuration dont on a parlé tout à l'heure du bâtiment. Et ça, ça reste toujours un petit peu compliqué. Alors, les photos. Donc là, je vous montre dans la même photo à la fois le chantier, enfin pendant le chantier. Donc on a et la salle des pas perdus, et derrière ce mur en bois, les grandes salles d'audience. Et là, on a essayé, en fait, j'ai appelé ce chapitre l'esprit du lieu parce qu'on a essayé, en fait, de mettre en place 2 temporalités. Vous avez vu que le bâtiment de Lisieux était tout en briques à l'extérieur. Et on a essayé de retrouver, on a retrouvé la brique que vous voyez ici en rez-de-chaussée, à l'intérieur de la salle des pas perdus. Ce n'était pas du tout comme ça. Cette brique, elle était couverte de 30 à 40 cm de plâtre et d'enduit. On a été enlever ce plâtre sans savoir du tout ce qu'on allait trouver derrière. Et on est arrivé à récupérer cette brique. Et puis, on a fait tout un travail sur les faux plafonds que vous voyez là, enfin tout un travail en mêlant justement la brique, les faux plafonds métalliques et le sol de béton noir pour conserver, ou en tout cas pour faire un clin d'œil au caractère industriel du bâtiment. C'est-à-dire se dire, pour la salle des pas perdus, on peut continuer sur le côté industriel d'origine du bâtiment. Alors, si je continue, voilà. Donc, on voit la même chose ici, c'est du haut de l'escalier. Tout ce qui est cet espace et de la passerelle, on garde cette ambiance, voilà. Voilà. Alors là, vous voyez mieux la brique. Tout le travail de la brique, des faux plafonds, la passerelle, et puis l'escalier aussi qui est bois, mais aussi tout métal, structure métal. Et puis on change d'ambiance et on arrive dans la salle des pas perdus, dans la salle d'audience, où là, on travaille très différemment. Puisqu'il s'agit d'avoir une ambiance, c'est un moment difficile pour les gens qui seront jugés. On voulait quelque chose de beaucoup plus chaleureux et on voulait, quand on est assis, que tout soit que ça ne soit pas perturbant, que ce soit dans la même atmosphère. Donc, tout ce qui est, à part le plafond, tout est en bois et tout reste très, très calme. Il n'y a qu'au plafond où on retrouve tout ce travail sur les vagues, qui n'est pas qu'un travail formel, qui est un travail pour régler l'acoustique. En fait, le travail des vagues en plafond règle 2 questions, la question de l'acoustique et la question chaque fois d'aller chercher la lumière naturelle. Vous voyez que là, c'est l'autre salle, mais en fait, derrière le grand mur du fond, on a la lumière qui tombe, la lumière naturelle qui vient tomber derrière le grand mur du fond. Et puis, vous voyez, j'ai mis un exemple du banc, puisque le travail de l'architecte, en l'occurrence, on a beaucoup de chance pour ce type d'équipement, ça va jusqu'à dessiner les bancs. Alors, deuxième exemple, là on trouve le grand plan du lycée, avec, vous voyez planter, on n'a pas mis de couleur, mais vous voyez planter les patios, tous les patios, et puis le bâtiment qui s'organise tout autour, et voilà le grand hall depuis l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est toujours la même idée. Le hall faisait qu'un étage. On est venu le monter sur 2 niveaux. Et pourquoi on fait ça? Parce que tout de suite, quand on rentre dans le bâtiment, on se dit, tiens, ce bâtiment est généreux. Simplement, il n'est pas très grand, le hall. Il a gardé ses surfaces d'origine, mais par contre, il est venu, hop, prendre un étage. Et puis, la petite passerelle que vous voyez en haut qui relie les deux côtés. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice,
c'est la gamme chromatique qu'on a mis en place, que vous voyez les couleurs, qui n'est pas gratuite, mais comme vous l'avez vu, en fait, le lycée, c'était 3 anneaux. Et finalement, quand on se baladait dans le lycée, on était perdu. Parce que comme on ne savait jamais où on se trouvait, dans quelle partie du lycée on se trouvait. Donc, on a mis en place une gamme chromatique très colorée pour justement servir de repérage. Voilà. Et cette gamme chromatique, elle va traverser dans la profondeur tout le bâtiment. C'est ce qu'on voit là, vous voyez. Donc, c'est la coupe du fond où on voit depuis le boulevard comment on vient avec la couleur amener les élèves jusqu'à la grande cour tout au bout. Alors, pour conclure, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre travail de transformation, de réhabilitation des bâtiments, nous nous efforçons de rendre lisibles les typologies architecturales originelles à travers la stratification confuse des traces laissées par l'usage. Je crois que j'ai bien montré à travers ces 2 exemples, on essaye de retrouver qu'est-ce qui a fait l'intérêt du bâtiment d'origine. Évidemment, les édifices réhabilités ne sont pas considérés comme des pièces de musée, ils peuvent être transformés, ils doivent jouer un rôle actif. Ils demeurent le témoignage irremplaçable et visible des rapports de force entre passé, présent et futur. Et tout ça a un impact très fort sur leur site d'accueil, sur la ville dans laquelle ils ont été construits, conçus. Voilà. Merci beaucoup, Martine. C'était hyper intéressant ce que tu nous as présenté. Donc, je vais après commenter certaines choses que tu as dit que je trouve qui sont hyper intéressantes. Mais je vais laisser quand même d'abord les étudiants te poser les questions qu'ils pensent nécessaires pour comprendre ce que tu as présenté, quoi. Donc, la première question qui m'est apparue, quand vous démolissez les planchers, est-ce que vous avez dû avoir un apport de structure supplémentaire ou la structure existante de poteaux-poutres était suffisante? Alors, on a eu de la chance. Dans les 2 cas, la structure était suffisante, poteau-poutre, parce que pour l'usine, c'était très surdimensionné, parce qu'il y avait des machines, tu vois, très, très importantes. Et puis, pour le lycée, pareil, c'était un petit peu surdimensionné, pas beaucoup, mais un petit peu. Il faut te dire aussi qu'à chaque fois, on a fait des calculs importants pour ne pas avoir à soit faire des reprises de sous-œuvre, soit compléter la structure, parce que ça met en péril toute l'idée du projet. Enfin, tu vois, voilà. Et que pour le lycée, on a quand même fait très attention à construire en structure légère. Et pareil, on a fait pareil avec un béton fin pour le palais de justice de Lisieux. C'est des questions auxquelles, voilà. Mais c'est vrai que ces 2 bâtiments, la structure avait été surdimensionnée, ça quand même dès le départ. Et après, nous, on fait des calculs pour ne pas avoir à venir renforcer la structure. D'accord, merci. Moi, du coup, j'avais une petite question parce qu'en fin de compte, comme vous le dites, un bâtiment en réhabilitation doit faire preuve de lisibilité dans le témoignage. Et ce que je trouve vraiment très beau et surtout les points essentiels que je vois sur vos 2 projets présentés, c'est que la façade retranscrit vraiment cette identité-là et communique avec la ville. Et du coup, je veux savoir, est-ce que c'était un impératif de vraiment préserver l'identité extérieure du bâtiment? Pour Lisieux, oui, c'était un impératif. C'était demandé dans le programme. Tu vois. Et nous, mais pour autant, ça ne veut pas dire que, enfin dans le concours, pas dans le programme, c'est demandé dans le concours, mais il y a des architectes qui ne le respectent pas. Mais là, c'était assez facile parce que le bâtiment était vraiment beau, tu vois. Le bâtiment est beau, il est impressionnant, tu te dis, oh là là, je ne vais pas toucher, tu vois, comment je vais faire? Bon, voilà. Pour le lycée, ce n'était pas du tout demandé. Tout le monde trouvait ce bâtiment abominable, tu vois. Et je te dis, et tous les concurrents l'ont caché. Et nous, on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un bâtiment de cette dimension
C'est pas possible, il faut trouver quelque chose. Et on a gagné, mais haut la main, tu vois. C'est intéressant parce que, à cause de ça, parce que ce que je pense, moi ça me fait rire maintenant, parce moi je me suis pas dit les autres vont le cacher, j'y ai pas pensé, tu vois. Et je pense que même le jury pensait que le projet, ils étaient surpris, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on puisse montrer la valeur de ce bâtiment. Tu vois. Et je vais te dire, moi non plus, hein, au début, tu t'arraches les cheveux. C'est-à-dire qu'au début, quand tu vois le bâtiment, tu te dis, mais c'est impossible, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc, tu vois, jusqu'à ce que tu le trouves. Et même pendant le... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'en parle très détaché parce que je trouve que c'est réussi, mais ça aurait pu rater. Tu n'es jamais sûr de toi, tu vois, jusqu'à la fin, tu n'étais pas sûr de toi, quoi. Voilà. Et tu te dis, mais quand même, cette collerette tout en haut, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment je vais faire, enfin, voilà, tu vois, c'est... voilà, est-ce que... bon, ben voilà, donc moi je crois que oui, et qu'il faut chercher jusqu'à ce que tu trouves, parce que c'est pas toujours évident. Mais je vais te dire aussi, même dans l'exercice pour le palais de justice, trouver le travail du hall d'entrée, les panneaux et tout ça a été très difficile, parce que trouver un équilibre entre la monumentalité de ce bâtiment et puis nous qui voulions marquer l'entrée, on a énormément travaillé là-dessus, on a fait plein de projets très différents de ce hall d'entrée extérieur. Parce que même quand le bâtiment est beau, enfin, comme il est celui-là, ben, ce n'est pas facile de venir trouver la bonne échelle, le bon... Voilà. Donc, dans tous les cas, oui, mais il faut travailler. Ce n'est pas donné d'avance, quoi. Oui, d'accord, merci. Alors moi, j'aurais une question concernant le palais de justice. Une usine qui devient un palais de justice, c'est pas vide de sens quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même deux bâtiments dont la fonction est assez symbolique. Comment est-ce que le changement de l'un à l'autre, en fait, enfin, même si l'esthétique de la façade ne change pas vraiment, induit un changement de symbole, par exemple, enfin, surtout de symbole politique dans la ville? Écoute, alors, c'est une bonne question, mais finalement, je crois que ça tient en plusieurs choses. D'abord, le bâtiment, il est resté vide très très longtemps. C'est-à-dire, tu comprends que de 1985 à 2020, tu vois, c'est du temps. Hein. Je crois que tout le monde, enfin, si tu veux, au niveau politique, et au niveau politique, on va dire simplement, mais aussi au niveau des bâtiments, personne ne voulait démolir ce bâtiment. Donc déjà, le fait de conserver le bâtiment, c'est un acte politique fort. D'accord ? Après, je pense que si ça a duré tellement longtemps, c'est qu'ils ont essayé de faire autre chose. Ils se sont dit, tiens, on va faire des logements dans ce bâtiment. Ils se sont dit, tiens, on va faire des bureaux. Enfin, tu vois, ils ont essayé d'autres choses et rien n'a fonctionné. Jusqu'au moment où la justice, le ministère de la Justice s'intéresse à ce bâtiment en se disant, mais pourquoi on ne pourrait pas faire un palais de justice dans un tel bâtiment? Et je trouve, je ne sais pas, je sais pas le premier qui a eu l'idée au ministère de la Justice, cette idée-là, mais je trouve que c'était une idée culottée et une excellente idée. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il y a la monumentalité. Si tu veux, la monumentalité du bâtiment, elle est là. Que ce soit une usine ou un palais de justice, elle est là. Et c'est un équipement pour lequel cette monumentalité est nécessaire. Après, c'est notre travail, tout doucement, par le travail du parvis, par le travail du préau, enfin, tu vois, progressivement, il y a aussi, je n'ai pas montré, enfin, on ne peut pas tout voir, mais tu sais, on a mis des grands mâts avec des drapeaux, enfin, par des petites touches, d'amener ce bâtiment de l'extérieur à un palais de justice. Et puis, quand tu es à l'intérieur, c'est fini, tu as tout oublié, tu es emporté. Tu comprends? Voilà. Et ça fonctionne. Moi, là où je suis assez contente, c'est que tout le quartier est en train de changer à cause de ça. Tu vois, et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Plutôt que d'être un quartier qui était complètement mort, enfin, dans lequel il ne se passait rien, ben ça y est, ça va redevenir un quartier vivant. D'accord. Et du coup, de quelle manière est-ce que ça change? Parce que c'est un programme qui... Enfin, quel est l'impact de ce programme dans un quartier qui est assez Et parce que pavillonnaire? ça attire énormément de monde. Il y a des gens qui vont, tu sais combien, il y a le bureau, il y a à peu près, je ne sais plus les chiffres, mais plus de 100 personnes qui vont venir travailler là-bas tous les jours, plus tous les gens, les avocats, les détenus, enfin les gens qui viennent se faire juger, alors que ça soit pour rien, hein, ça va de choses pas graves du tout à des choses très très graves. Donc ça amène énormément de monde, tout simplement pour ça. Regarde, il suffit de faire un palais de justice pour que la gare mette une passerelle, pour que tous les terrains à l'arrière du palais de justice étaient complètement en friche.
ils les ont traités, ils ont fait un parking. Voilà, ça amène du monde, c'est tout. Donc après, si ça amène du monde, eh ben, il faut un petit resto, il faut plein de choses. Tu vois, donc voilà. Merci. C'est un nouvel usage. J'avais une question. Vous parliez de la salle, à côté de la salle d'audience, où vous aviez une contrainte donnée, et également de la façade dans la phase concours que vous deviez conserver concernant le palais de Lisieux. Est-ce que vous aviez également d'autres contraintes ou conditions au sein du bâtiment Ce bâtiment, alors, ce que j'ai expliqué là comme contrainte, c'est à peu près, on va dire, 15% des contraintes. Tu vois, il y en avait tellement qu'il y a des moments donnés, on s'est dit, c'est pas possible. La contrainte la plus importante, peut-être, c'était qu'en fait, j'ai parlé d'un très joli rectangle, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Notre rectangle, il est imité partout. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai montré, tu vois, dans l'aile sud, ce qu'on a appelé l'aile sud, il y avait une partie qui était quadrillée. En fait, c'est parce qu'il y a des parties du bâtiment qu'on nous a pas données. Tu comprends? Le bâtiment, au deuxième étage, on nous a pas donné le deuxième étage complet, on nous a donné que la moitié du deuxième étage. Donc, tu vois, il y avait des contraintes absolument partout. Il y a vraiment c'est des bâtiments, c'est des programmes très, très complexes et c'était très contraignant. Il y a aussi un sujet dont je n'ai pas parlé parce que je trouve que c'est un peu spécifique, c'est que le site du palais de justice était un site pollué parce qu'il y a eu des piles qui ont été faites. Donc, pendant 1 an ou 2, il a fallu dépolluer le site et surtout, on avait prévu tout un système au rez-de-chaussée, enfin sous la dalle du rez-de-chaussée, pour avoir une dépollution du site même pendant que le palais de justice fonctionne. Écoute, des contraintes dans ce type de bâtiment. Ah oui, le dernier sujet, mais ça c'est vrai pour les 2 bâtiments, le programme a changé pendant le chantier. C'est-à-dire pendant le chantier, on te dit, oh là là, on arrête tout, le programme change. Par exemple, à Lisieux, il y avait un tribunal d'instance et un tribunal de grande instance. Alors, je ne vais pas rentrer dans... Voilà, mais c'est en fait 2 types de juridictions qui ne sont pas les mêmes, qui ne dépendent pas du même président, avec des bureaux différemment. Et pendant qu'on était dans le chantier, il y a une réforme qui a supprimé le tribunal de grande instance. Donc, il a fallu modifier les bureaux, il a fallu modifier l'agencement interne du palais de justice. Alors, je ne sais pas si tu vois, tu as l'entreprise sur place, tu as tous tes plans et tu dis à tout le monde, on arrête tout. Bon, c'est compliqué. Et c'est pareil pour le lycée. Le lycée, il y avait un programme avec une partie art très développée, tu vois, parce que c'est un lycée professionnel, donc il y avait un peu de sciences, un peu d'enseignements généraux, des soins esthétiques, et il y avait une partie art. Et pendant le chantier, on nous a dit stop, on arrête la partie art, on agrandit la partie sciences. Bon, c'est des contraintes excessivement difficiles. C'est pour ça qu'il faut non seulement connaître ton bâtiment très très bien, mais il faut que tu penses, pendant que tu fais la conception du bâtiment, que ton bâtiment il va changer. Alors, quand tu n'as pas de chance, il change pendant le chantier, mais après, dans 10 ans, dans 20 ans, tu vois, ce bâtiment, évidemment que l'usage change. Donc, il faut que tu conçoives ton bâtiment de manière à ce qu'il puisse être lui-même transformé. Voilà. D'accord, merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir par rapport au lycée, les fondations. Vous avez rajouté quand vous avez réinvesti les sous-sols, vous n'avez pas eu de soucis avec les fondations qui étaient déjà présentes? Non. On n'a pas eu de soucis, on a eu peur, mais pas de soucis. C'est-à-dire qu'on a été à la petite cuillère, tu vois, on levait la terre, voilà, et il n'y a pas eu de soucis. Là, le seul endroit où on a eu des soucis, où on a un petit peu fait des reprises de béton, c'est sur les grands poteaux en béton de la façade qui, tu as vu, sont assez fins. Il y en avait 2, 3 qui étaient très, très, très fins et surtout très fissurés. Donc, on est venu, mais vraiment très doucement, faire des reprises de béton. Mais sur les fondations, on n'a pas eu de problème. D'accord. J'ai bien aimé votre façon d'aborder cette transformation d'un bâtiment existant. Est-ce que, malgré toutes les contraintes que vous avez eues, vous êtes fiers du résultat, ça je l'ai vu, ça vous donne envie au sein de l'agence de participer à plus de concours sur des transformations comme ça de bâtiments existants? Oui, écoute, on s'y est mis petit à petit. Et j'ai d'autres exemples, mais oui, c'est des projets intéressants. Oui, c'est vraiment des projets intéressants.
Il y a des projets, tu vois, le lycée est un projet assez ancien, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler là-dessus avant qu'on se dise il faut transformer, on ne doit plus démolir. Je veux dire, avant qu'on commence comme ça, c'était ce que je ne vous ai pas raconté non plus, j'ai oublié, mais par exemple, le lycée, on a fait les travaux en site occupé, c'est-à-dire qu'on a fait par phase. On mettait les élèves dans une partie du lycée, on réhabilitait le reste, on bougeait les élèves, tu vois. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu démolir. Ce n'était pas pour des raisons d'économie circulaire, c'était uniquement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire des élèves si jamais ils démolissaient. Mais aujourd'hui, où avec tout ce qui se passe, on se dit qu'il faut vraiment faire attention et à la matière, et oui, bien sûr qu'on a envie de... Enfin, on trouve que c'est passionnant. On trouve vraiment que c'est passionnant. Et je trouve qu'il y a des complexités intéressantes. Maintenant, tu te rappelles comment j'ai commencé la première phrase. Moi, je dis que la pensée, la conception architecturale, finalement, a beaucoup de choses. Peut-être pas la même, mais se ressemble beaucoup quand on travaille sur un bâtiment neuf ou quand on travaille sur un bâtiment réhabilité. Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses pareilles. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a une conversation qui a continué, que toi, tu interviens au milieu de cette conversation et tu arrives à la faire quand même bouger, à la faire, tu vois, à la transformer. Oui, c'est intéressant. Ouais, j'ai bien aimé votre phrase, poursuivre une conversation déjà entamée. Oui. J'aime beaucoup. Oui. Est-ce que ça vous a, dans les projets justement neufs, pensé à voir les choses un petit peu autrement après avoir fait ces 2 projets sur l'existant? Je pense qu'on pense de plus en plus à la réversibilité des bâtiments. Moi, j'essaye d'être très attentive et d'attirer surtout l'attention du client ou du maître d'ouvrage sur le fait qu'un bâtiment doit être capable de muter. Et ils ont encore un petit peu de mal, hein, les clients, à admettre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'usage, mais que demain ou après-demain, ça va changer. Il faut que ça se transforme. Donc, il faut le concevoir de manière assez intelligente pour que ça puisse muter, même si c'est du neuf. Oui. Et que finalement, je trouve que ces mutations, elles arrivent de plus en plus vite. Tu vois, ce n'était pas la même chose il y a 20 ans, mais les bâtiments, je pense, vont muter de plus en plus vite. Et du coup, vous abordez ces... Il faut avoir cette idée en tête dès la conception. Ouais, excuse-moi. Oui, du coup, j'allais dire, et du coup, vous abordez ces problématiques de quelle manière en essayant de limiter peut-être les voiles à l'intérieur des façades ou alors en surdimensionnant certains poteaux pour pour qu'ils puissent ensuite s'adapter à d'autres usages? Oui, je pense que ne pas être chiche sur les fondations et sur la structure de base est intéressant. Il faut toujours se dire, c'est pas grave si on surdimensionne un tout petit peu la structure ou les fondations. Je pense que ça, c'est intéressant. Et puis après, se dire quelle est la structure la plus intelligente. Alors, la structure la plus intelligente, tu sais, c'est toujours le même credo, c'est économie de moyens. Quelle est la structure, tu vois, l'économie de moyens, maximum d'effets. Quelle est la structure minimum qui va te permettre après de transformer ton projet le plus facilement possible. D'accord. Pas simple. Alors, moi, je voulais... Vas-y. Non, c'est bon pour moi, tu peux y aller. D'accord, ok. Moi, je voulais revenir sur le lycée. Oui. Il me semble que vous avez parlé d'une extension, d'une surélévation au 2e étage ou 3e étage. Oui. Ou je me suis peut-être trompé. Non, c'est Et ça. vous auriez dit que c'était en structure métallique. Ouais. Et ma question, c'est pourquoi avoir fait le choix d'utiliser pour cette surélévation une structure métallique et pas un autre matériel. Alors, il fallait que ça soit une structure légère, justement. D'accord. Une structure légère, il n'y avait que 2 choix, c'était ou ça ou le bois. Voilà, et pourquoi oui. Ouais, parce que le lycée, tu as vu, hein, il y avait déjà des parties en structure métallique, et puis c'était une époque où on ne construisait pas vraiment encore en structure bois. Le lycée, tu vois, la structure bois était moins courante qu'aujourd'hui, et aussi la structure métallique nous permettait à l'époque d'avoir de plus grandes portées.
que la structure bois. D'accord. On va avoir une plus grande baie, de plus grande portée. C'est un lycée, hein, je te rappelle, donc c'est pas du. Voilà, moi, je pense que la structure bois, elle est mieux adaptée au logement, au bureau, mais là, au lycée, on avait besoin de grandes portées sans poteaux, de grandes baies, et c'est pour ça qu'on a choisi la structure métallique. Et le béton, ça n'aurait pas suffi pour, par rapport aux fondations Non, c'était. Enfin, en tout cas, c'était plus. Si tu veux, le rapport économique et légèreté de la structure, on aurait pu le faire en béton, hein, mais ça aurait coûté plus cher. D'accord. Ah oui, en plus. Moins Oui. cher en métal qu'en béton. On aurait pu tout faire en béton léger, mais c'était plus cher. On ne l'a pas étudié, pour te dire la vérité, en béton léger, parce que je pense que c'était vraiment, enfin, on savait, tu vois, ça valait même pas le coup de l'étudier, si ça valait le coup. C'était évident que ça ne pouvait être que du métal ou du bois. D'accord. Et en l'occurrence, à l'époque, au moment où on l'a construit, et avec les contraintes qu'on avait, c'est-à-dire cette histoire de grande portée, le plus simple était le métal. D'accord. Moi, je me pose aussi une question sur la parcelle qui a été construite pour relier la gare au projet. Ouais. Ce projet, il est venu après, quand le projet a été bien entamé. Ouais, en même temps, pas après, mais en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire le palais de justice en 2011. Donc, toi, on a eu le temps. Hein, il l'a ouvert en octobre 2020, pour te dire comme c'est long. Et ils ont commencé les travaux de la gare vers 2017, un truc comme ça, tu vois, 2016-2017. Et on rigolait parce qu'on disait qui va finir le premier, parce qu'ils ont mis très très longtemps à construire cette passerelle. Donc on se moquait d'eux en disant mais nous on a vachement plus de mètres carrés et on va finir avant vous. Enfin bon, on rigolait. Et oui, ils ont fait ça à ce moment-là. Et moi ça m'a impressionné. Enfin, pas la passerelle parce qu'elle n'est pas tellement belle, mais ça m'a impressionné qu'ils le fassent pour se dire à quel point c'est important parce que ça change tout. Toi, tu sors du train, tu prends la passerelle, tu es à 2 minutes, tu es dans le palais de justice, tu es dans ce nouveau quartier. C'est pas que le palais de justice, 2 minutes à pied. C'est génial, ça change tout, alors qu'autrement tu devais faire tout le tour. Donc c'est génial, c'est vraiment intéressant. Comme quoi, à quel point c'est important pour une petite ville. C'est une ville qui n'a pas beaucoup d'activités, Lisieux, hein, tu vois, c'est important. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Par rapport au lycée, afin de gagner un tel concours de réhabilitation, est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'aspect économique qui est prédominant? Non. Enfin, le fait de ne pas dénaturer l'enveloppe, comme les autres propositions des agences, ça favorise au choix du projet. Alors écoute, tu sais, c'est des concours publics. Dans les concours publics, il y a un budget qui est donné à l'avance. Ce budget, tout le monde le respecte. Donc, la valeur économique, est, bien sûr, elle compte, mais elle n'est pas, enfin, c'est pas elle qui décide du lauréat. Tu comprends? D'accord. Puisque en général, les équipes d'architectes qui sont retenues, les 4 ou 5 équipes, disent tous je vais rentrer dans l'enveloppe, parce qu'on sait que si on veut gagner, il faut rentrer dans l'enveloppe. En tout cas, on essaye d'imaginer notre projet dans l'enveloppe qui est donnée au départ. Tu comprends? Okay. Donc, alors je ne dis pas que c'est le seul point qui a fait gagner, c'est parce qu'on n'a pas dénaturé l'enveloppe, bien sûr, hein, ce n'est pas le seul point. Les choses dans ce type de projet, ce qui fait gagner, je dois te dire que le premier point qui fait gagner, c'est toujours l'usage. C'est toujours l'usage. C'est est-ce qu'ils sont arrivés à faire fonctionner le nouveau bâtiment? Okay. Dans ces jurys-là, c'est l'usage qui prime toujours. Pas souvent. Vous nous avez parlé justement de la tendance depuis le XXe siècle de donner la primauté à l'usage sur l'architectural. Et ça, vis-à-vis de l'anecdote pour laquelle vous nous avez dit que l'une des salles d'audience pour le palais de justice, vous avez eu besoin de la retourner. Oui. Est-ce que finalement, là, dans la réhabilitation donne un certain gain, finalement, certaines décisions ou innovations que vous proposez passe mieux du fait que c'est appuyé par le fait qu'il y a des contraintes et qu'on ne pouvait pas faire autrement? C'est une excellente question, mademoiselle, parce que absolument. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est une grande liberté. Ces programmes, que ce soit d'école ou palais de justice, sont très, très contraignants. Par exemple, un bureau doit faire 12 mètres carrés. Il ne peut pas faire, ou 10 mètres carrés selon les périodes, il ne peut pas faire 10 mètres et demi ou 9 mètres 25. Il doit faire pile 10 mètres carrés. C'est insupportable. C'est insupportable. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas la salle d'audience, elle est dessinée, ils t'envoient un plan et ils te disent vous devez faire comme ça et c'est au millimètre près, tu vois.
Quand on est dans un bâtiment existant, tout ça saute. Je dis, monsieur, regardez, j'ai 2 fenêtres, ce bureau fera 11 mètres carrés, le suivant fera 15. Et ça sera comme ça. Et si vous avez, et autrement, la seule chose que je peux faire, c'est mettre la cloison au milieu de la fenêtre. À vous, bon. Alors, il me regarde, tu vois, complètement, elle est folle, mais c'est comme ça. Ou alors, ils me disent, il faut 32 bureaux, et moi, je lui réponds, il y en aura 31, parce que je ne peux pas en mettre 32, parce que le bâtiment n'en supporte que 31. Voilà. De la même manière qu'ils m'ont longtemps expliqué qu'il fallait que la salle d'audience soit dans l'autre sens, et que je leur ai dit, elle va être comme ça, et je vous assure, elle va très, très bien fonctionner. Mais donc, je vous assure que ça va marcher. Aujourd'hui, ils disent, ouais, ça marche, c'est vachement bien. Mais quand tu es dans le dessin, tu vois, ça met. Donc, oui, ça permet, ça donne des libertés. Et par exemple, j'ai obtenu, je n'ai pas voulu vous le montrer parce que c'était trop long, mais il y a un endroit où il y a des fenêtres tout en haut. Pour le palais de justice de Lisieux, on a des fenêtres au dernier étage. Et je leur ai fait une bibliothèque et une double hauteur pour garder ouvertes ces fenêtres du 2e étage. Et donc, ils ont une magnifique bibliothèque, très très haute sous plafond, avec 2 étages de fenêtres, parce que le bâtiment était comme ça. Pendant tout le temps, toute la conception, on dit, Madame Westman, vous allez nous mettre un plancher dans la bibliothèque, on ne va pas chauffer. Enfin, ça a du bon, 3 ans, je n'ai entendu que ça. Vous allez nous mettre un plancher. J'ai dit non. Et aujourd'hui, la bibliothèque est, c'est magnifique, c'est sublime, c'est formidable, voilà. Donc, ça te permet ce type de choses que jamais en neuf tu pourras, jamais. Là, je pouvais obtenir, enfin, j'ai obtenu des choses parce que c'était le bâtiment existant. En neuf, tu ne peux pas avoir ça, jamais. Donc, il y a des bureaux qui sont plus grands et les gens sont ravis. Il y a cette bibliothèque qui est plus grande, les gens, voilà, il y a plein d'endroits, voilà. Et oui, c'est bien. Mais ne crois pas que c'est donné d'avance, c'est une bataille. C'est une bataille. Non, mais c'est vrai, parce que tu as en face de toi des fonctionnaires qui ont un programme et qui cochent des cases dans le programme, et on y a écrit que la bibliothèque doit faire 2,50 m de haut. Si tout d'un coup elle fait 4 mètres de haut, le mec il flippe. Il dit, oh là là, ça ne va pas aller, j'aurai 30 centimes de chauffage de plus à la fin de l'année. Ce qui est vrai, il aura 30 centimes de chauffage. Mais est-ce que ça ne vaut pas le coup, quoi? Voilà. Et puis, nous, dans ce cas-là, on a toujours l'argument, mais c'est le bâtiment qui veut ça. Il y a quand même, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le bâtiment dit des choses. Et ces choses, il faut les respecter. Le bâtiment impose des choses, le bâtiment existant. Et tu dois le respecter. Parce que si tu ne le respectes pas, le projet ne fonctionne pas. Mais ça, c'est compliqué à faire comprendre à des gens qui sont fonctionnaires, pas architectes, qui ne voient pas forcément dans l'espace. Voilà. Ils le comprennent une fois que le bâtiment est fini, mais pendant toute la période d'études, tu vois, c'est pas facile. En fait, juste avant qu'on continue avec les questions, mais c'est très bien la question que tu as posée, parce que ça révèle d'un sujet. Alors, je reprends une partie de ce qu'a montré Martine. En fait, il y a un truc qui est assez paradoxal, c'est qu'au XXe siècle, quand Le Corbusier focalise, on dit qu'il focalise l'architecture sur le fonctionnalisme, sur la fonction, et donc sur l'usage. En fait, il le fait parce qu'il crée, et la maison Domino en est un exemple, une architecture qui est suffisamment autonome et forte pour pouvoir résister l'usage. Résister n'importe quel usage. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les pouvoirs économico-politiques ont mal compris ça. Et donc, du coup, ils se sont dit que ce qui était prôné par le mouvement moderne, c'était un fonctionnalisme devant tout. Et donc, du coup, ça nous a fait arriver on en parlait dans la première séance, à des incohérences où on millimètre tout le bâtiment par rapport à un usage. Et donc, quelque part, l'existant donne exemple de que l'architecture a une certaine autonomie et que cette autonomie va au-delà de l'usage. Et c'est parce qu'elle est suffisamment forte pour résister à l'usage. Et donc, du coup, ça, j'en profite pour en parler parce que les dossiers qu'on a fait dans la revue de l'école cette année, qui va sortir si Covid nous laisse en début d'année, ça part sur cette thématique-là, sur la thématique de l'autonomie de l'architecture, mais comprise comme une architecture qui va au-delà du fonctionnalisme, qui va au-delà de la simple réponse à un programme donné. Et donc, du coup, à expliquer que des fois, et ça, Martine, elle a tout à fait raison, dans les bâtiments nouveaux, on a un mal fou d'expliquer ça. Parce que mercredi, je vous l'expliquerai dans le cours de Christophe,
nous, quand on a travaillé sur des sujets de gare, et on en a parlé beaucoup avec Martine, Anna-Marie et moi, nous, on avait créé un espace central, et donc la question était toujours, est-ce qu'on ne peut pas le fermer? Parce que si on le ferme, on optimise. Et donc, du coup, cette question, on en a bavé pendant des années pour résister comme des malades à tenir ça. Parce que c'était très compliqué, parce que c'est un bâtiment nouveau. Et donc, du coup, je pense que la chance qu'on a, nous et vous encore plus que nous, et qu'on va vivre une époque où on va plus transformer que construire à nouveau, c'est justement que l'intelligence de l'existant va nous permettre aussi de faire des choses mieux que cette volonté de faire toujours hyper spécialisé, quoi. Et donc, voilà, donc je pense que c'est une réflexion qui va largement au-delà de l'anecdote, qui est un fondement architectural pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je voulais dire, vous connaissez peut-être Luigi Snozzi, je vous invite à regarder ce qu'il a fait pour ceux qui ne le connaissent pas. Il insiste beaucoup sur cette question. Il dit beaucoup que l'architecture, alors il parle même du neuf, mais évidemment de l'existant, l'architecture doit transcender l'usage. Il dit tous les bâtiments doivent fonctionner parfaitement. On ne débat même pas de ça. Bien sûr que ça doit fonctionner. Mais pour autant, le bâtiment, ton architecture doit aller au-delà de l'usage, doit vraiment transcender cette question et doit exister. Si le bâtiment est complètement affilié et ne répond qu'à l'usage, alors le bâtiment ne sera pas intéressant et alors il ne passera pas le temps, il ne passera pas les siècles. Si le bâtiment transcende la question de l'usage, alors on pourra le modifier et il va transcender le siècle. Et je crois que c'est très important et je suis tout à fait d'accord avec Mickaël, ça a été mal compris. Voilà, ça a été cette question du mouvement moderne a été très mal compris. Mais c'est compliqué pour nous, architectes, d'expliquer à des non-architectes, entre guillemets, que l'architecture va transcender l'usage. Ça, c'est quand même un sujet difficile. Mais pourtant, c'est fondamental. Et c'est pour ça aussi qu'on ne doit jamais que répondre à un programme. On doit aller au-delà, donner plus que la réponse au programme. La réponse au programme, c'est la base minimum. Ok, ça fonctionne, tout fonctionne, j'ai répondu au programme. Mais qu'est-ce que l'architecture va apporter en plus? Quelle est la lumière? Quelle est la vue? Quel est le parcours? Voilà, qu'est-ce que l'architecture va apporter en plus? Et c'est en plus, cette manière de transcender le programme qui va faire que votre bâtiment, il va passer les siècles. Allez-y, hein. Là, il ne faut pas qu'on perde la lancée. Il ne faut pas qu'on perde la lancée qu'on avait. Vos questions sont très intéressantes. Moi, j'ai juste une question, mais je sais pas, c'est pas exactement le genre de question. J'aurais bien aimé savoir, c'était quoi les réponses des autres candidats par rapport au lycée, les concours. Il y avait un candidat, c'est ce que je te raconte. Il y en a un qui a mis de la végétation sur toute la façade. Ok. Le lycée, donc on voit. Il y en a un autre qui a mis des plaques métalliques. Enfin, ils ont tous caché et la collerette du haut et les poteaux. Ils ont tous caché la façade. Okay. Enfin, pas caché, mais transformé complètement. On ne voyait plus rien. Tu comprends? Ils ont tous mis ça en disant ce bâtiment est pas bien, on cache. Et puis ils sont allés construire. Voilà. À partir du moment où on cache, eh ben, ils sont pas forcément allés creuser le rez-de-chaussée. Tu comprends? Parce qu'ils ont dit on cache, ça ne les gênait pas. Voilà. Ils ont caché, que ce soit par de la verdure, que ce soit par une nouvelle façade, que ce soit. Voilà. Ok. J'aurais une question. Vous nous avez parlé du coup de projets où vous avez conservé la façade, conservé la structure primaire du bâtiment. Et je voulais savoir du coup si vous aviez eu d'autres bâtiments, d'autres projets en fait, qui avaient des fonctionnements différents. Vous aviez dû peut-être beaucoup plus intervenir sur la structure et voilà. Écoute, on fait de la réhabilitation de logements. Alors c'est une question très différente, tu vois. Mais non, on n'a pas de bâtiment. Il faut quand même que le bâtiment. Enfin, il y a une question de rentabilité dans la question de transformation. Moi, je travaille pour des maîtrises d'ouvrage publics.
Donc, non, il n'y a pas des bâtiments où, s'il y en a un, je vais raconter un exemple, on a beaucoup transformé. Si j'ai un exemple. Mais si tu veux, dans le logement, non, on ne transforme pas radicalement la structure. L'idée, c'est toujours de la conserver, de la renforcer si nécessaire. Mais j'ai un exemple. On a fait le musée de la Deuxième Guerre mondiale dans le Palais des Invalides. Tu sais ce que c'est, les Invalides à Paris? C'est là où est enterré Napoléon. Bon, c'est des bâtiments du XVIIe. Dans ces bâtiments du XVIIe siècle, on nous a demandé de faire un musée dans une partie qui était occupée par des bureaux, uniquement des bureaux de l'armée. Les planchers étaient en bois avec des poutres en bois et ne supportaient que 250, enfin un maximum de 250 kilos. Et moi, dans le musée, je devais supporter plus de 500 kilos, 600 kilos. Et là, on a dû donc démonter toutes les poutres en bois qu'il y avait pour tenir le plancher, faire des planchers en béton, remonter toutes les poutres en bois à la main, puisqu'on avait un ABF, un architecte des bâtiments de France, et un MH qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc, c'est un des rares projets où on a renforcé fortement, on va dire, la structure des planchers, en démontant, en remontant, mais c'est aussi parce qu'il y avait un aspect patrimonial, enfin, il fallait renforcer les planchers de toute manière, mais il y avait aussi un aspect patrimonial. Mais ça n'empêche que quand on a fait ça, on n'a quand même pas été renforcer les fondations. Tu vois, les fondations supportaient ce poids-là. Voilà. C'est un collaborant? J'ai pas compris. Le plancher, le nouveau plancher, c'est un collaborant? Oui, c'est un plancher collaborant. D'accord, ok. Oui, Et oui. sur lequel vous avez mis une couche de plâtre et que vous avez remis les anciennes poutres, c'est ça? Ouais, par en dessous. Ouais, les poutres étaient par en dessous. Il était remis par en dessous. Mais qui ne servait à rien, hein, c'était de la déco. C'était un plancher à la française, mais avec l'illusion d'un plancher à la française. Absolument. Pour faire plaisir à l'ABF et parce que c'était, tu vois, enfin, on n'avait pas le choix. C'était pas pour faire plaisir, mais on n'avait pas le choix. Ok. En fait, ce qu'on a fait très exactement, c'est qu'on a gardé 10%, une partie du plancher tel qu'il était en l'état existant, tu vois, pour montrer, pour garder mais là, on est vraiment dans du patrimoine très, très surveillé. C'est vraiment un cas particulier, mais on a gardé une partie telle qu'il était à l'origine, puis on a transformé une autre partie, mais on a quand même remis toutes les poutres en bois par en dessous. Mais c'est quand même, il y a très peu de bâtiments qui sont de ce type, si tu veux. Le patrimoine est tellement conservé. Vous avez le Parlement à Rennes qui est de ce type. Mais enfin, voilà, il y a très peu de bâtiments comme ça. Merci beaucoup. Et j'aurais une question aussi. Et déjà, merci pour la présentation, c'est super intéressant. Et j'avais une question, c'était sur la phase concours. Quelles données en fait vous avez eues dans les deux cas en fait sur l'existant en fait? Vous qui vous basez dans les deux cas sur la structure de préserver un maximum de choses, quelles données vous avez en fait pour travailler et faire du projet? Écoute, on a en général des plans de l'existant, mais qu'il faut lire. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut déshabiller, où il y a beaucoup, tu vois, et qu'il faut apprendre à interpréter. On a des documents, hein, on a des plans, on a des coupes, il y a des choses, mais ce n'est pas forcément des documents intelligents. Je ne sais pas comment te dire. Tu vois, on te jette comme ça des tas de documents. Et c'est vrai qu'il y a un moment quand même de diagnostic et de comprendre. Parce que quand je vous raconte là en 5 minutes, c'est facile, il y a 3 poutres, machin. Voilà. En fait, c'est des mois de travail pour comprendre le bâtiment. Tu vois, donc on a là, mais on a besoin. Il y a vraiment besoin d'un temps pour comprendre la structuration du bâtiment. On a les documents, pour autant, ce n'est pas donné, la compréhension. Tu vois, il faut passer du temps. Tu sais ce qu'on fait? On redessine les plans. On redessine ces plans pour comprendre comment ils ont été conçus, pour comprendre, on essaye de comprendre sur quelle est l'échelle géométrique des bâtiments sur lesquels ils ont été conçus. Je vais donner un exemple rigolo, parce que je le donne toujours, ça fait rigoler. Donc, j'ai dit qu'on avait travaillé sur l'hôtel des Invalides pour faire ce musée de la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne sais pas pourquoi, mais au XVIIe siècle, l'hôtel des Invalides n'a pas été dessiné en mètres, il a été dessiné en pouces, avec l'échelle américaine. Et nous, on s'est amusé. Donc, on l'a retrouvé, ça, on a trouvé que c'était en pouces et pas en mètres. Et 2, on a redessiné tout le projet en pouces et pas pour s'amuser, parce qu'on est fous. Mais on a dessiné tout le projet en pouces et pas en mètres. Parce qu'on était tellement contents d'avoir trouvé ça. Alors, donc, la mesure, tu sais, les pouces, c'est tout 0,33. Donc, tout le projet était 0,33. Ça n'empêche que, donc,
faut être fou pour faire ça, tu vois, on s'amuse aussi des fois. Mais ça n'empêche que quand tu comprends comment a été, tu vois, c'est les fameux tracés régulateurs, quand tu comprends comment ça a été tracé, eh ben, le projet il coule après, parce que tu sais comment le faire. Bon, mais la partie diagnostique est longue, il faut comprendre le bâtiment, tu vois, elle est longue. Et ça vous est arrivé, par exemple, d'avoir que ce soit des bonnes ou des mauvaises surprises, mais qui allaient des fois peut-être à l'encontre de ce qui avait été dessiné dans un premier jet? Tout le temps, tout le temps. Ouais. Ce n'est que ça. C'est que du compromis. J'ai eu une fondation, la fondation à Lisieux. On avait les poteaux, la ligne de poteaux médiane. Moi, j'ai mes ascenseurs contre ça. Et ben, j'ai un poteau, il avait une fondation qui ne permettait, enfin, qui n'était pas pareil que les autres, qui était dessiné nulle part. C'est tout le temps, parce qu'au moment où les ouvriers construisent, ben, s'ils te mettent 20 cm de plus, tu penses bien que tout le monde s'en fout et que ce n'est pas dessiné après. Mais moi, les 20 cm, et merde, je ne peux plus mettre mon ascenseur. Et j'ai tout redessiné en changeant l'ascenseur de place. Parce que je n'allais pas commencer à démolir la fondation de... Tu comprends? Donc, c'est tout le temps. Et tu as beau faire des sondages, qui serait allé penser que la fondation d'un des poteaux avait 20 cm de trou? Tu vois? Donc ça, c'est tout le temps. Donc il faut être réactif. C'est du, tu vois. Et au départ, tu te dis merde. Moi, j'ai dit merde, c'est impossible, quoi. On ne bouge pas l'ascenseur. Puis à la fin, tu te dis bah si, il faut bouger l'ascenseur. Parce que tu vois, il y a plein de conséquences de bouger l'ascenseur. Donc voilà, t'as que des mauvaises surprises, mais rarement des bonnes, rarement. Pour cette phase de diagnostic, vous travaillez avec des architectes du patrimoine ou il n'y a pas besoin là sur celui-là, par exemple? Surtout pas. Non, c'est vrai, on est un peu dans cette logique-là, surtout pas. Mais c'est pas vrai. On les subit. Voilà. Non, mais c'est vrai que je te dis, moi, dans mes expériences, on les a subis. Pour autant, je pense qu'il y en a des très bien, mais on n'a pas eu la chance de les rencontrer. On va faire comme ça. Mais voilà. Il y a des gens très bien partout, hein, mais ils ont du mal quand même à accepter la mutation de l'édifice. Ils ont du mal à accepter qu'il faut qu'il ne va pas être exactement de la même manière, qu'il va falloir que ça bouge. C'est là où le dialogue est difficile. Okay. Parce qu'à l'école, on n'est pas, vous avez parlé du travail de diagnostic, mais à l'école, on n'est pas forcément formé à ce travail-là. Vous êtes formé comment? Par expérience successive? Oui, par expérience successive, par envie, par volonté de comprendre, tu vois. C'est pas si tu es formé, parce que si tu te donnes du mal aujourd'hui, tu vois, c'est pas quand j'ai commencé et que je dis, mais c'est la même chose qu'un bâtiment neuf, tu vois. Si tu regardes des plans, que tu cherches ce tracé régulateur, bah, tu sauras le faire, même si tu n'as pas eu 10 cours dessus, tu comprends? Tu passeras du temps, la première fois c'est très long, la deuxième fois ça va, mais tu vas te finir par trouver. Donc oui, non, on n'était pas formés, on s'est formé sur le tas, on discute aussi, c'est quand même aussi, si on ne travaille pas avec des architectes du patrimoine, on travaille avec des ingénieurs toujours. Hein. Tous ces bâtiments sont faits quand même en équipe avec des ingénieurs et on discute avec eux. Mais il faut chercher, c'est une enquête, c'est comme une enquête, c'est Sherlock Holmes, hein. Tu cherches, tu vois, tu cherches. Et bien sûr, il y a des formations, les Suisses sont forts là-dedans. Moi, je dis toujours que c'est chez les Suisses qui savent faire ce genre de choses, mais faut apprendre, enfin, tu apprends sur le tas, tu vois. Mais je crois qu'il faut surtout avoir la volonté de chercher, d'essayer de comprendre comment le bâtiment était conçu. Voilà. Mais j'ai eu aucune formation particulière. Et surtout, moi, j'ai fait mes études à une époque où on pensait qu'on ferait que du neuf, qu'on transformerait jamais, on démolissait tout. Donc la question se posait pas, tu vois. Mais ça s'est fait, voilà, au fur et à mesure. Vous dites que vous travaillez avec des ingénieurs. Est-ce que vous avez déjà du coup travaillé avec M. Perrault? Sur un projet exactement précis, non, pas encore. Bientôt. Et pour des projets de réhabilitation, notamment, comment vous gérez, enfin, comment vous travaillez avec les ingénieurs? Quelle est la collaboration qui peut y avoir entre ingénieurs et architectes, notamment? Et ben, par exemple, tu vois, c'est très simple. Par exemple, quand on se dit on va faire une extension, ben, on se dit comment on fait.
Tu vois, quel est le matériau quel est le matériau qu'il faut utiliser, quelle est la structure la plus intelligente, est-ce que là où je veux la mettre, c'est là où c'est intelligent, ou est-ce que l'ingénieur te dira, tu sais, ça serait peut-être mieux que tu mettes dans l'autre sens. Voilà, on dit, tu vois, c'est exactement comme dans un bâtiment neuf. C'est-à-dire que par exemple, on se dit, d'abord, on se met d'accord sur quelle est la structure, alors je vais passer plein d'étapes, hein, mais quelle est la structure qu'il faut conserver, tu vois, comment on la conserve. Et après, quelle est la structure qu'on peut venir rajouter? Est-ce qu'on est d'accord sur on se met d'accord sur tout? Par exemple, sur l'ISIO, on s'est mis d'accord, est-ce que je peux démolir en fait, on travaille avec des copains. Donc, l'ingénieur, c'était un copain. Quand je lui ai dit que je voulais démolir le patio, il m'a dit, tu déconnes, au départ. En disant, mais est-ce que c'est compliqué à faire? C'est aussi des... Voilà. Alors après, tu dois le convaincre en lui disant, mais regarde, c'est un tel apport d'usage de lumière, de machin, tu es sûr que ça ne marche pas? Alors, on discute. Voilà, comment on fait? Quand je dis que je voulais que la lumière passe, parce qu'il y a plein de choses dont on ne vous parle pas, que la lumière passe au rez-de-chaussée de la salle d'audience depuis 16 mètres de haut, au départ, il te dit, écoute, fais chier avec tes conneries, tu vois, en gros. Et puis on travaille, on explique, parce que par exemple, il y a des problèmes coup-de-feu, il y a énormément de problèmes, je ne peux pas vous expliquer en une compte d'une heure, et tout ça, ça se discute avec lui. Donc je peux te dire que c'est un gros travail qu'on fait ensemble. Mais bien sûr, on parle de tout, et des fois, moi, je change. Quand il est venu me dire qu'il fallait que c'est lui qui est venu me dire que tu vas changer ton ascenseur parce que j'ai vu que la fondation ça ne marchait pas, ben, il avait raison, c'est lui qui a raison, tu vois, c'est moi qui râle en disant comment je fais. Donc c'est un travail très main dans la main, hein, très main dans la main. En fait, la question de l'architecte-ingénieur, ça fait fantasmer tout le monde, mais pour moi, ce qui est clé, c'est comme vous, quand vous faites un projet binôme avec quelqu'un d'autre, si vous ne vous entendez pas, ça ne marche pas, si vous entendez, ça marche. Donc, il faut qu'il y ait une relation déjà de confiance. S'il y a d'amitié, c'est encore mieux. Et puis, un respect mutuel de travail de l'un à l'autre, c'est tout. Parce que si l'architecte ou l'ingénieur sont des gens professionnels, ils vont dans le sens et dans le bien du projet. Après, on pourrait débattre des heures sur certains groupes d'ingénierie qui sont plutôt dans le sens de leur passé que de projet, mais ça, c'est notre débat. Mais quand les choses se font dans la bonne intelligence, c'est pour ça que c'est hyper important aussi de monter des équipes quand on est en train de préparer des candidatures au concours. Pas des équipes qui soient seulement politiquement acceptées, mais aussi des équipes qui soient avec des gens que vous pouvez travailler. Parce que un projet comme l'ICIE, ce n'est pas 10 ans de travail ou 8 ans de travail. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait chier, donc c'est 8 ans de cauchemar. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer sur... je sais qu'il y a toutes ces histoires de Peter Rice et tout ça, mais il ne faut pas non plus fantasmer sur cette question. C'est de l'humain, de l'amitié. Donc, si on s'entend, ça se passe très bien. Si on ne s'entend pas, bah, c'est compliqué. Mais c'est pareil que vous, quand vous faites des binômes, des fois, c'est chiant. Vous passez le semestre à galérer parce que vous ne vous entendez pas. Bah, c'est pareil. Mais en général, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que quand on travaille pour le bien du projet, chacun apporte ses compétences, et c'est formidable, et on trouve des solutions bien meilleures à plusieurs. L'architecture n'est pas un exercice solitaire. Ça se fait à plusieurs mains. Et alors, c'est vrai que c'est des gens passionnés. Les projets les 2 projets que je vous ai montrés, c'est des projets longs, c'est des projets difficiles, c'est des projets, il faut y passer beaucoup de temps. Mais c'est aussi passionnant. Donc, et c'est des projets faits à plusieurs mains, absolument, à plusieurs têtes, etc. On est nombreux autour de la table et on doit prendre les contraintes de chacun. Je ne vous ai pas parlé de toute la question de la ventilation, de l'aération d'un palais de justice, mais c'est d'une grande complexité. Et faire en sorte que tout ça fonctionne et que rien ne se voit dans un bâtiment existant, avec des poutres dans tous les sens, on a transpiré. Voilà. Mais on n'a pas transpiré seul, on a transpiré avec le bureau d'études fluides. Donc voilà, on travaille vraiment à plusieurs. Et avec d'ailleurs, ensemble, avec le bureau d'études fluides et l'ingénieur. Parce que chacun est là en disant, tu ne peux pas passer dans ma poutre, mais je ne sais pas où passer. Mais là, je dis, mais moi j'ai mon plafond, ça ne marche pas. Voilà, comment on fait? Et ça prend énormément de temps, énormément de dessins, énormément de conception.
Vous travaillez sous quel système d'échange? C'est vraiment technique comme question, mais vous travaillez en BIM, vous travaillez autour de papier en réunion Le palais de justice, on l'a fait en BIM, avec, voilà. Et puis, mais on l'a fait en BIM, et puis à la fin, quand rien marchait et que je m'énervais, on était tous autour de la table avec nos feutres et les papiers. Donc on l'a fait en BIM, on a des jolis trucs BIM. On a vu en BIM là où ça déconnait à plein tube, tu vois. Mais ça s'est toujours fini au crayon et à la main, en hurlant, autour de la, pas en hurlant, mais autour de la table. C'est-à-dire qu'on a, alors peut-être parce qu'on manquait d'habitude aussi, mais je ne sais pas si tu résous vraiment les problèmes en se passant la figure BIM. Tu sais, elle tournait de l'ingénieur au fluide à nous, et puis ça tournait, ça tournait. Et puis, alors si les petits problèmes, on les réglait, bien sûr. Les petits problèmes, tu les règles comme ça facilement. Les problèmes difficiles, il y avait quelques nœuds difficiles, et ben on est autour de la table quand même et on décide, tu vois. On se dit comment on fait. Voilà. Je ne sais pas comment font les autres. Nous, voilà l'expérience. Le palais de justice a été fait en BIM. Ok, merci. Et dans votre agence, est-ce que vous travaillez souvent par petite maquette pour travailler sur les projets, par exemple la lumière, faire... On travaille que en maquette et tout le temps en maquette. On a fait, je les ai plus là, parce qu'on les a achetés, parce que c'est des maquettes d'études, mais on avait des très grandes maquettes de palais de justice. On travaille énormément en maquette, énormément, tout le temps. Ça n'empêche pas les maquettes 3D, mais on travaille en vraie maquette. Nous, les idées nous viennent mieux en vraie maquette. Il y a des choses qu'on comprend mieux en vrai. Mais même à tous les niveaux, pour travailler tous nos plafonds, il y a une grande complexité de plafonds, on a fait des maquettes à la main. Voilà, mais pour des choses, pour tout et n'importe quoi. On avait une planche gigantesque, une maquette gigantesque des couleurs des lycées pour voir ce que ça donnait en vrai, parce qu'à l'écran, c'est jamais la même chose. On travaille beaucoup en maquette, en vraie maquette. On aime ça, on s'amuse. Avec des maquettes très merdiques des fois, et des maquettes au contraire très léchées, ça dépend. Tu vois, ça dépend du temps, de ce qu'on veut montrer. Et peut-être aussi pour expliquer, vous parliez par exemple de la double hauteur dans la bibliothèque. Oui, non, mais ça aide, c'est vrai, mais ça, on a. Mais c'est aussi. Et puis pour nous, on voit mieux. Quoi qu'on en dise, on voit mieux. Quoi qu'on en dise, on voit mieux. Mais on travaille beaucoup en maquette. J'ai juste une question pareille sur les maquettes. Est-ce que ça vous sert aussi d'outil de communication? Parce que vous parlez du coup notamment de travail avec des fonctionnaires qui ne voient pas forcément dans l'espace. Oui, il y a des maquettes qu'on a amenées. Ça impressionne toujours beaucoup les maîtres d'ouvrage quand on amène les maquettes. Voilà, puis tu te rends compte qu'ils n'avaient rien compris du tout au dessin. Tu vois, oui, des fois, oui, mais pas non plus systématique parce que c'est quand même des maquettes qu'on fait à l'agence. Hein, donc, ce n'est pas des maquettes vraiment. Quand je dis léchées, elles restent maquettes faites comme ça. Hein, ce n'est pas les maquettes d'un maquettiste. Donc, des fois, nous, on se dit, mais ça va vraiment marcher, mais on se rend compte que la maquette, elle n'est pas assez belle pour convaincre un maître d'ouvrage. Pas toujours. Tu vois, des fois, oui, des fois, non. Mais ça nous est arrivé, effectivement. Mais ils sont très friands de ça. Ils sont toujours étonnés et très friands. D'accord, merci beaucoup. Vous n'avez pas d'autres questions? C'est bon? Oui, allez-y. Vous êtes allé combien de fois sur le site? Vous êtes allé pour les différentes phases d'avancement du projet et avant aussi, évidemment, j'imagine. Beaucoup. On y va pendant le chantier, tu vas toutes les semaines. Ouais. Déjà. Oui, on y va beaucoup. On y va beaucoup. Et on se dit qu'on n'y va jamais assez. On a été beaucoup avant, on essaye vraiment de comprendre le bâtiment. On y va beaucoup et il y a toujours un moment où on se dit, mais j'ai rien compris. Enfin voilà, il faudrait encore y aller. On n'y va jamais assez. On fait des reportages photos très exhaustifs. On y va beaucoup. Ça importe la phase de comprendre, de connaître ton bâtiment est vraiment importante et lourde, là, en l'occurrence. C'est beaucoup de travail. Mais oui, on y va beaucoup. Merci.
Bon, je pense que si vous avez d'autres questions, on est encore dans les temps, mais sinon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, je tiens quand même à remercier Martine qui s'est prêtée au jeu, je pense, de façon très, très, très bien. Et je pense que ça a été très intéressant pour vous, je l'espère tout au moins. Donc, merci Martine. Donc, on va t'inviter toutes les années, du coup. Alors, je suis désolé de vous couper, j'ai une dernière question. Quand même. Pardon. Je voulais revenir sur les différentes salles dans le palais de justice. Les différents box où que tout est en bois, tout ça. Je me pose la question, le jour où on décide que ce bâtiment n'est plus un palais de justice et c'est autre chose, est-ce que ces salles sont très facilement démontables? Facilement démontables, non. Mais démontables, oui. Facilement, non. Parce que y a quand même la question, il y a quand même. Alors, on a deux soucis dans un palais de justice. Il faut quand même que ça soit pérenne un certain nombre d'années. On imagine quand même que ça va durer 10, 20, 30, 40 ans. Tu es dans un bâtiment public, un équipement public. Donc, tu vois, il faut qu'il y ait du public. Hein, c'est comme un lycée. Donc, dès qu'il y a du public, ça souffre beaucoup. Tu vois, il faut que ça soit très solide. Donc, et puis, il y a toute une partie dont je n'ai pas parlé qui est dédiée aux détenus. Et donc là, on est en paroi, enfin, mais c'est une petite partie, on est en paroi béton. Enfin, voilà, il peut y avoir, il faut quand même que les cloisons tiennent. Bon. Mais d'un autre côté, si tu veux, la structure que j'ai montrée au départ, tu sais, les trois structures, eh ben, tu peux les retrouver sans problème. Je ne suis pas venue rajouter, à part les deux planchers suspendus que j'ai rajoutés, je n'ai pas rajouté un poteau de béton, j'ai pas rajouté, il n'y a pas un mur, tu vois. Béton, c'est-à-dire oui, tu peux retrouver facilement, là, pas facilement, il faut démolir, mais tu peux retrouver la structure originelle. La question est intéressante parce que justement, je pense que des fois, on confond la capacité d'évolution d'un bâtiment avec l'architecture plug and play. Donc moi, je pense que c'est important qu'elle soit évolutive ou transformable. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une logique des briques et des brocs où on démonte facilement les choses. La seule chose qu'on dit, c'est qu'on permet au bâtiment de vivre d'autres vies. C'est tout. Et donc, du coup, il y a des impératifs de programme et d'usage qui font que un bâtiment doit être pérenne, etc. Donc, mais il ne faut pas confondre évolutivité avec de l'ego, quoi. Excuse-moi, tu as raison, et je n'ai pas très bien répondu, parce qu'il y a la partie de rez-de-chaussée, il y a les salles d'audience, où c'est une partie complexe, et où là, il n'y a pas de porteur, mais pour autant, c'est pas très évolutif parce que c'est très compliqué et parce que aussi en plus de tout ça j'ai de la visioconférence, j'ai des télés, il y a beaucoup de choses. Mais par contre les étages de bureau qui sont du bureau très simple, alors là moi j'ai des cloisons de bureau, mais à part les fenêtres, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est totalement évolutif dans tous les sens, tu vois. Toute la partie, les 2 étages de bureau qu'il y a au-dessus, c'est complètement évolutif. C'est vrai que la partie salle d'audience c'est plus lourd. Voilà, donc c'est pas la même chose, tu vois, en fonction de ce qu'on fait, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus lourd, mais il n'y a aucun élément porteur dans les salles d'audience et le jour où on voudra vider l'espace. Non, j'ai rajouté aucun porteur. Donc le jour où on voudra vider l'espace, ce sera, enfin, voilà. Absolument. Absolument. Ok. Merci. Bon, excuse-moi, tu as la structure des escaliers et des ascenseurs. Ça reste des structures, toutes les circulations verticales, tu es obligé, oui, j'ai des murs béton autour des ascenseurs et des circulations verticales, mais c'est obligatoire. Mais c'est juste autour, c'est tout. Ça laisse une grande, enfin, si on garde juste ça, ça laisse plein de possibilités. Bien sûr, mais il y a ça quand même. Si tu veux, les blocs, d'ailleurs, c'est ça qui fait contreventement. C'est toujours les blocs ascenseurs escaliers. Donc ça, c'est un lien aussi avec les 4 ou 5 mots, je ne sais plus, que vous deviez faire pour aujourd'hui, que on ne va pas faire parce que c'est un 2, mais c'est la différence entre évolutif et réversible. Donc, on en parlera la semaine prochaine.